Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie, hello! Et Pierrot! C'est comme ça que t'annonces son nom direct en partant. Direct. Et j'ai mon petit bébé de 2 mois sur moi. Oui, faudrait que je prenne une photo derrière. Ah non, Oui. Tony a pris une photo. Ah, mais tu peux prendre une autre photo. Ça vaut la peine, je pense. Je prends une photo live d'Hélène. J'ai comme Pierrot en porte-bébé qui dort sur moi. J'ai pris des photos. Je l'ai publié. Oui, alors ceux qui voulaient des nouvelles... Là, d'ailleurs, on va jaser un peu avant d'embarquer dans l'histoire, vu que c'est notre retour 2 de mois l'été. qu'on est disparu. C'est ça, fait que si vous n'avez pas envie d'entendre jaser, skippez l'histoire. Sinon, restez là. Ouais, c'est ça, j'ai accouché le 7 juillet d'un petit garçon qui s'appelle Pierrot. Mm-hmm. Puis c'est un petit bébé qui a une malformation cardiaque, fait qu'on est resté un petit peu plus longtemps à l'hôpital pour qu'il se fasse opérer, mais là, il va bien. Fait que je voulais en profiter pour faire un giga shout-out merci à tout le monde qui travaille à Sainte-Justine, mais plus spécifiquement toutes les infirmières qui travaillent dans l'aile de néonatologie. Vous faites tellement un travail incroyable. Vous êtes extraordinaire. J'ai capoté tellement vous étiez bonne, puis hot, puis fine, puis wow. Oh. Voilà, giga shout-out. Si vous travaillez à Sainte-Justine, écrivez-nous pour dire « Allô? » Ça a été un séjour intense, mais quand même bien géré. Vraiment, Surtout avec vraiment. T'as pas dit, il y a de la construction dans l'aile où ce que tu dormais, en plus? Ah oui, là où on dormait, le cachou, l'espèce d'hôtel dans l'hôpital, là, il y avait de la construction devant notre porte. Super. C'est les pauvres parents épuisés que leur bébé a une opération au cœur. Ils se lèvent avec de la construction. 6h15 le matin. Genre la grosse drill, genre, devant la porte. Oh my God. Tu sais, si ça n'avait pas été toi, ça aurait été d'autres parents. Là. Ouais. Tu sais, il faut qu'ils fassent les réparations. Oui, c'est ça. C'est juste drôle. Donc, Pierrot est parmi nous, la gang. Fait que si vous entendez des petits couinements... Couinements? Oui, des petits gazouillis, des petits... ouais. Ça se peut qu'il se réveille à un moment donné, là, il dort. Ben, il dort 23 heures sur 24. À peu près, ouais. À date, on est chill. Toujours enceinte ici de mon côté, la gang. Oui. Pour ceux qui se demandent. Bien grosse. Bien énorme. J'ai baissé mes peines. C'est une chance qu'on fait pas de la vidéo. Aussi, on est allé il y a 2 semaines au Pas de crime festival. Oui. C'était tellement le fun. Tellement. J'ai vraiment aimé ça. C'était une journée quand même intense. De midi à... On est parti, c'était quoi, 8h30 le soir? Genre. C'était vraiment intense. Et, mais ça valait tellement la peine. Les invités, il y avait nos fellow podcasters qui étaient là aussi. Oui. Il y avait des tables rondes. Il y avait le famous Claude Poirier. Oh my God. Quel... Comment le décrire? En fait, comment je le décrirais, c'est loose cannon. 100%. Tu sais pas dans quelle direction il va partir. Ah non. Tu lui poses une question, il part sur une autre affaire. Ah, direct. Ça avait pas de bon sens. Ouais. Puis en plus, il voulait pas parler. Il voulait pas répondre à la question. Il a dit, ben moi, j'aime ça parler avec le monde. Là. Il dit, il y a pas des questions dans le public. Là. Il voulait rien savoir. Des questions que l'animateur posait. Il était comme, non. Il dit, moi, Stéphane Berthomé, c'est son bon ami, là. C'est de ce que je comprends. Mais il voulait pas répondre à ces questions, pas en tout. Il voulait nous parler à nous, ce qui est vraiment cute. On a essayé de le trouver pour prendre une photo, qu'on n'a pas réussi. Oui. Qu'on n'a pas de photo avec Claude Poirier. Mais c'était un vrai show d'humour. Pour vrai, on était crampés tout le long. Là. Tout le monde riait. Là. Ah, c'était l'enfer. Ça avait pas de sens. C'était l'enfer. C'était vraiment drôle. Et il y a aussi une invitée qui s'appelle Audrey-Anne Leblanc, que je voulais parler parce que... Je l'ai manqué, elle. Ouais, tu l'as manqué, mais elle venait parler... Elle est microbiologiste judiciaire. OK? Et c'est difficile à expliquer de quoi elle parlait, mais elle parlait, mettons, d'un... Bon, je sais ça des anglicismes, mais du timeline d'un cadavre, mettons, de quand il a été tué jusqu'à... En tout cas, pour aider les enquêteurs à résoudre des meurtres, dans le fond. À déterminer le moment de la mort. Ouais. Puis elle disait, exemple... Attends, j'ai pris des notes. Elle disait, exemple, à un moment donné, que... Elle dit, à un moment donné, ils ont trouvé... une de ses enseignantes, une de ses profs, elle parlait, puis elle disait qu'à un moment donné, ils ont trouvé des larves dans un grenier. Il n'y avait pas de corps. Il y avait juste des larves. Puis, en analysant le système digestif des larves,
ils ont su qu'il y avait un corps qui avait été là, qui avait été bouffé. Puis, en plus, ils ont réussi à savoir que la personne, c'était un homme accro à l'héroïne. À cause des bébites. De l'estomac des larves. Ouais. C'est Mais le corps, il ben était hot. pas là. Fait que, tu sais, elle, c'est toutes des affaires. Tu sais, elle parlait des insectes, de comment tu peux faire un timeline selon les insectes, tu sais, quand ils pondent des œufs ou dans le bois. Fait que ça aide vraiment à mettre elle mettait vraiment l'accent sur le quand le meurtre a été commis. Parce que c'est vraiment ça qui est important quand tu essaies de résoudre un meurtre. C'est qui était où, quand. Fait que, tu sais, elle parlait de l'évolution des œufs, des insectes, puis qu'après ça, ils deviennent des... Écoute, je connais pas les mots, là, mais son énergie, là, était contagieuse. Elle parlait, puis j'avais le goût d'être son amie, puis elle racontait des affaires sur des cadavres vraiment dégueulasses, mais tu sais, comme elle dit, c'est quand même la bonne crowd, parce que on est tous des fans de meurtres, de true crime. Fait que, ben, les fans, c'est étrange à dire parce que c'est des choses qui sont arrivées pour de vrai, mais... En tout cas, bref, fait que je voulais quand même souligner Audrey-Anne Leblanc. Puis il y avait la maman de Marilyn Bergeron qui est disparue. Là, on n'a jamais fait son cas sur le podcast, là, mais c'est une femme de 24 ans qui a disparu à Québec il y a 16 ans. Je pense que Captive l'ont fait. Ouais, Captive l'a fait. Ouais. Et sa mère est venue parler. Oh my God, c'était tellement touchant. Puis en même temps, quelle femme incroyable, forte, comme battante. Elle a fait passer récemment une loi qui aide les familles des adultes portés disparus. En tout cas, elle était tellement inspirante en même temps. Là. C'était wow. Parce que elle, le sujet de sa fille, ça a été beaucoup controversé parce qu'il disait que parce qu'elle avait plus que 18 ans, c'était une adulte, fait que c'était son choix de quitter. Mais c'est ça. Elle disait, c'est pas une fugue, ma fille est disparue. Parce que, bref, ça a été une grosse polémique. Mais je pense que Captive ont fait un épisode là-dessus, si vous l'avez écouté. Donc voilà, on voulait signer un peu le... Tout ça. Fait que... Ah oui, puis shout-out à... Si quand vous vous ennuyez entre nos épisodes, là, oubliez pas tous les autres podcasts de True Crime. Il y en a plein de bons. Ah oui, c'est vraiment des bonnes personnes. Captive, Distorsion, c'est les classiques. Puis il y en a plein de nouveaux. Les petites frousses à Québec. Les petites frousses, Côté sombre, Crime glacé, un peu de crime dans ton café. Puis il y en a un nouveau des amis qu'on a rencontrés au Pod Crime, des Franco-Ontariens sur la piste du crime. Ils étaient vraiment gentils. Ils sont vraiment cute. Il y a du stock. Ah ouais. Puis le pire, c'est qu'on fait tous des contenus différents. Oui. Genre, la majorité des histoires sont différentes. Puis des fois, ça arrive qu'on fait le même cas, mais en plus, les gens, ils disent qu'ils aiment ça, entendre des cas racontés par leur, tel podcast. Ah, il y a les cas du crime aussi. Les filles. Oui, les cas. Ouais. K. Ouais, la lettre K. Ouais, c'est ça. Bref, on a rencontré plein de monde, c'est vraiment le fun. Oui. C'est pas mal ça, les nouvelles. Voilà, on a fait le tour. On entend vraiment Pierrot. Nous, on l'entend. Je pense pas que les gens vont l'entendre. Donc, Mel, c'est toi qui raconte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Hélène, je te raconte... J'ai pris une histoire vraiment, vraiment, vraiment vieille. OK. Ça date de 1871. J'ai bien dit 18. 1871. Ça fait très longtemps. Puis c'est... Je ris, c'est pas drôle, là, c'est quand même des meurtres, là, mais ça me fait nous rendre compte à quel point aujourd'hui, le fait qu'on a des cellulaires, ça peut sauver ta vie vraiment beaucoup. Cette phrase n'a aucune structure. Écoute. Elle aura du sens bientôt. Oui. Je suis 33 semaines enceinte, la gang. Donnez-moi une chance. Oui. T'as Donc, le cerveau de femme enceinte. Oui, surtout le j'ai le cerveau de jeune maman. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans et de futures mamans qui nous écoutent. Fait qu'ils comprennent. Ouais. Allô, toutes les moms. Et les dads aussi. Donc, je te raconte aujourd'hui l'histoire de Joseph Lapage. OK. Pas Lepage. Non, Lapage. En anglais, il est surnommé The French Monster, que moi, j'avais traduit le monstre francophone. Mais Anthony, il me dit, appelle-le le franco-monstre. C'est bon. C'est ça va être ça, le nom de l'épisode. Ouais. Je disais à Anthony tantôt, il me semble le monstre francophone, c'est un peu plate. Ouais. Mais je peux pas dire le monstre français parce que ça vient pas de France. Ouais. Parce que bref. Le franco-monstre. J'y vais. Joseph Lapage naît en 1838
Je savais pas qu'elle était vieille l'histoire. C'est vraiment là. Sous le nom de Joseph Paget. Donc, il s'appelait pas Lapage. OK. Ses parents, ce sont des immigrants français qui sont venus vivre dans la région des Laurentides, au nord de Montréal, pour devenir des agriculteurs. Jeune garçon, Joseph est reconnu comme étant un peu plus lent que les autres, intellectuellement. Et il ne sait pas lire ni écrire, puis il ne parle pas du tout anglais que français. À l'âge de 20 ans, Joseph épouse une femme plus vieille que lui. Elle a 23 ans, ce qui est plutôt rare à l'époque d'épouser une femme plus vieille. Puis là, lui, il a 20. Ah, ouais. Pas une grosse différence. Non, mais c'est quand même rare. Ouais, à l'époque, c'était... En ouais. 1800, tu sais. Ouais. De ce que j'ai lu, en tout cas. J'étais pas là. Non, c'est pas bon. Merci de préciser que t'étais pas là. Ça va être difficile, la gang. OK. Le couple a rapidement 5 enfants. Après 5 ans de vie commune, la famille déménage à Sainte-Béatrix, avec un X, dans l'Anaudière. Et là, le rôle de père qu'occupe Joseph, ça lui plaît pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Ah, OK, je sais pas. Il crée son camp. Peut-être. Fait que là, il se met à boire beaucoup et il adopte des comportements super violents. Il bat régulièrement sa femme et ses enfants. Puis les comportements sauvages de Joseph, ils sont bien connus de la communauté de Sainte-Béatrix, puis ils s'en cachent pas du tout. La belle-sœur de Joseph, Julienne Rousse, 22 ans, habite une maison tout près. Et un matin de juin 1871, elle se rend à peu près 450 mètres de sa maison pour traire les vaches. En arrivant dans le champ, elle voit un homme qui porte une chemise de flanelle rouge, un pantalon en lin, une ceinture de cuir, puis un masque artisanal fait en peau d'animal. L'homme a un long bâton épais dans la main. Donc, Julienne est un peu effrayée, évidemment, et elle court dans la direction opposée. L'homme la poursuit, puis la rattrape. Il se jette sur elle, puis il se met à la battre violemment. Julienne se défend du mieux qu'elle peut, mais dans la mêlée, elle se fait quand même beaucoup de blessures et elle inflige beaucoup de blessures à son agresseur aussi. Et son masque fait en peau d'animal tombe. Donc là, Julienne, elle reconnaît immédiatement le visage de son agresseur, son beau-frère, Joseph. C'est son beau-frère. C'est la sœur de sa femme. J'avais comme skippé cette information-là. Yep. Fait que là, Joseph s'attendait pas à ça, il est surpris. Fait que là, il se dit, vu que sa victime, elle l'a reconnu, il dit, je peux pas la laisser en vie. Donc, il lance son arme, puis il tente d'étrangler Julienne, qui continue à se débattre. Pour l'affaiblir, Joseph il prend du sable, puis il jette dans les yeux puis la bouche, puis il frotte son visage du plus fort qu'il peut pour étamper le sable, puis bien qu'elle l'avale. Julienne a fini par perdre connaissance. Joseph y tire avantage de la situation. Il agresse sexuellement sa belle-sœur, puis il la laisse inconsciente dans le champ, pensant qu'elle est morte. Ah, OK, pensant qu'elle est morte. J'ai rien là-dessus. Non. La pauvre femme reprend ses esprits un peu plus tard, vers 9 h du matin. Elle se lève de peine et de misère et réussit à rentrer chez elle. Elle a des marques noires au cou, puis elle a dit plus tard avoir eu beaucoup de mal à avaler pendant les semaines qui suivent. Après quelques jours, Julienne décide de signaler l'agression aux autorités. Il y a un policier qui procède à l'arrestation de Joseph, mais en lui passant les menottes, Joseph il réussit à se débattre. Il donne un coup au policier, puis il se sauve. Sans prendre le temps de faire ses bagages, il s'en va. Puis il traverse la frontière des États-Unis, qui, d'après moi, était un peu plus facile à traverser avant qu'aujourd'hui. Puis il se rend au Vermont. Donc, en septembre 1871, Joseph commence une nouvelle vie. Il change son nom et devient Joseph Lapage. Il se trouve un travail comme bûcheron dans la ville de Saint-Alban, au Vermont, à ne pas confondre avec la ville québécoise de Saint-Alban, située entre Québec et Trois-Rivières. Donc, Saint-Alban au Québec, il n'y a pas de S, puis Saint-Albans au Vermont. La femme et les enfants de Lapage viennent le rejoindre un peu après. Ah ouais? Ouais. Elle vient rejoindre son mari violent et violeur. Ouais, puis tu sais, à ce stade-là, sûrement que sa sœur a dit, là. Elle l'a dit au policier. C'est sûr que tout le village est au courant. Oui. Bref. Les Lapage, ils pensent commencer une nouvelle vie tranquille, mais la soif de violence du père de la famille cesse de grandir. En 1872, quelques mois plus tard, Lapage traverse la frontière du Québec puis retourne à Sainte-Béatrix dans son ancienne demeure pour quelques jours. Pendant son séjour, il commet une petite série de crimes. Il met le feu à des bâtiments qui appartiennent à un homme qui a aidé à le capturer après le viol de Julienne.
Il blesse une jeune femme en l'attaquant avec un bâton. Puis, il tente d'agresser sexuellement une adolescente de 14 ans en l'attirant dans les bois. Ah, bah ouais, OK. Un petit séjour tranquille. Ben oui. Après ça, il retourne chez lui au Vermont. Puis, là, il décide de continuer sa lancée criminelle. Ah, OK. Il n'est pas fini. Donc, un soir, il y a une jeune fille de 17 ans, du nom de Mariette Ball, qui fait une course au village de Saint-Alban. Elle marche toute seule en route vers chez elle quand elle aperçoit un homme qui la suit. Il s'agit évidemment de notre cher Lapage, qui a ciblé sa prochaine victime. Mariette, elle se met à courir vers sa maison. Heureusement, Mariette, elle court plus vite que Lapage, Ah, puis elle réussit à rentrer chez elle saine et sauve. Elle porte plainte aux autorités, mais parce qu'elle a comme pas vu son agresseur, puis elle peut pas bien le décrire, l'enquête mène nulle part. Quelques années passent. Mariette est rendue enseignante à l'école de Saint-Alban. Elle adore enseigner, super appréciée de ses élèves. Les fins de semaine, elle a comme habitude de rendre visite à un ami qui habite à l'extérieur du village. Pour s'y rendre, Mariette, elle doit marcher quelques kilomètres puis traverser un champ. Malheureusement pour elle, c'est dans ce champ-là que Joseph Lapage y travaille. Il prend d'ailleurs pas trop de temps avant de remarquer la jeune femme qui passe à tous les samedis matins. Puis qu'il y avait déjà remarqué. Oui, c'est ça. Donc, il l'observe toutes les semaines. Quand elle traverse le champ, il note où ce qu'elle passe et tout. Le matin du samedi 24 juillet 1874, Mariette est en route vers la ferme de son ami, comme à son habitude, et il traverse le champ. Elle ignore évidemment que Lapage l'attend impatiemment. Vêtu d'un masque qui s'est fabriqué avec un vieux tapis. Il suit Mariette. Il attend qu'elle se rende dans un endroit un peu moins visible, puis il lui saute dessus. Il l'attaque sauvagement en la frappant à grands coups de bâton. Dans le combat, Mariette réussit à arracher le masque du visage de son agresseur, puis elle le griffe profondément au visage. Ça fait juste animer la rage de Lapage, qui commence à l'étrangler. Son classique. Après quelques secondes, Mariette cesse de respirer. Elle meurt sur le coup. Comme c'est pas assez, Lapage y relève sa jupe puis l'agresse sexuellement le corps sans vie de sa victime. Après avoir terminé pour s'assurer qu'elle soit bien morte, il prend une grosse pierre puis fracasse la tête de Mariette. Il couvre ensuite ce qui reste de sa tête avec le revers de sa jupe. Et il laisse la pierre couverte de sang à côté du corps, se lève, quitte. Fait que là, tu sais, lui, il fera pas la même erreur deux fois. Non, c'est ça. Là, qu'elle est décédée. Ouais. Donc, l'amie de Mariette, qui l'attendait à sa ferme, elle commence à s'inquiéter. Elle finit par alerter les autorités qui lancent une équipe de recherche. Vers 1h du matin le lendemain, de dimanche, il y a un membre de l'équipe qui aperçoit au loin un drôle d'objet. Il s'approche, puis il tombe sur le masque fait en vieux tapis. Il fait quelques pas de plus, puis découvre le corps en très mauvais état de Mariette Ball. L'autopsie confirme que Mariette a été agressée sexuellement après sa mort. Officiellement un meurtrier nécrophile. Oui. Puis, en plus, tu sais, la première fois, il pensait qu'elle était morte, puis il l'a agressée. Fait qu'il est vraiment nécrophile. Mais dans le fond, elle était juste inconsciente, mais lui, il pensait qu'elle était morte. Lui, il pensait qu'elle était décédée. Une enquête a lieu pour trouver l'auteur de cet horrible meurtre. On accuse d'abord l'homme qui a découvert le corps, mais il y a un alibi solide. Il y a certains... je ne l'ai pas inclus dans l'histoire, mais il y a quelques articles de journaux qui disaient qu'il avait juste été accusé parce qu'il était noir. Puis pour aucune autre raison. Ce qui, à l'époque... était assez pour accuser quelqu'un. C'est ça. Ouais. De nombreux suspects font leur sujet d'enquête, mais tout le monde a un alibi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un homme qui rapporte aux enquêteurs qui a remarqué que Joseph Lapage, il avait des grosses égratignures dans le visage. Lapage est arrêté et interrogé. Il explique que les égratignures sont dues à une chute lors de la cueillette de baies. Ouais. Il cueillait des petites baies, puis il est tombé. Il y a une baie qui m'a sauté dans la face. L'attaque de la baie. Il fabrique un alibi, finalement, puis il y a un de ses amis qui le corrobore. Pour je ne sais quelle raison. Donc, il est relâché faute de preuves. Donc, l'enquête, finalement, mène nulle part. Aucun suspect est arrêté pour le meurtre de Mariette Ball. Il y a un monument qui a été érigé en l'honneur de la jeune femme sur lequel on peut lire un texte qui inclut les détails de sa mort puis le chagrin des citoyens.
Mariette est enterrée au cimetière de Greenwood de Saint-Alban, puis sa famille a fini par déménager en Californie parce que c'est trop pour elle. Puisque Lapage, il reste toujours un suspect aux yeux des membres de la communauté de Saint-Alban, les autres sont sûrs que c'est lui, faute de preuves, mais ils sont sûrs que c'est lui. Les Lapage, ils déménagent aussi, ils se rendent à Suncook, dans le New Hampshire. OK. Dans le village de Suncook habite Joséphine Anne Langmaid, surnommée Josie, qui est née le 7 novembre 1857. Le père de Josie, James Langmaid, est très connu du coin parce que c'est un des hommes les plus riches de la région. Josie, c'est l'aînée de 7 enfants, puis est très aimée et respectée dans sa communauté. C'est vraiment une bonne petite fille. Elle s'implique à l'église locale tous les dimanches. Et c'est une excellente élève à l'Académie de Pembroke, qui est une école très renommée. Ce que l'école a de spécial dans l'histoire, c'est sa localisation. Okay. Entre l'établissement et la maison des Langmaid, il y a 4 kilomètres. Le problème, c'est que pour se rendre à l'école, Josie, qui habite à 4 kilomètres, elle doit marcher en traversant un bois et un champ. Tu me vois venir? Oui. Le lundi matin 4 octobre 1875, Josie se rend à l'école à pied. Elle porte une cape bleue, puis elle a ses livres à la main. Habituellement, elle marche avec son petit frère Waldo, mais ce matin-là, elle a pris du retard, puis elle quitte la maison toute seule à peu près 30 minutes après son frère. Josie, elle a dit à son amie Lila Fowler qu'elle allait la rejoindre un peu plus loin dans le bois parce qu'elle habite un peu plus loin. Et là, voyant que son amie, elle n'arrive pas, Lila, elle se dit que Josie a dû passer plus tôt puis être déjà rendue à l'école. C'est là que je te disais, si elle avait un sel, il aurait dit « Hey, attends-moi, j'arrive. » La journée passe, toujours pas de Josie. Le frère de Josie, Waldo, il retourne à la maison après l'école puis il dit à ses parents qu'il n'a pas vu sa sœur de la journée. Il n'était pas à l'école. Le père de Josie capote. Il rassemble un groupe de 100 personnes pour effectuer des recherches pour trouver sa fille. À 20h30, ce soir, le corps de Josie est retrouvé. À peine à 80 pieds de l'Académie de Pembroke, dans un fossé, se trouve le corps en très mauvais état de la petite Josie. 17 ans. Je sais pas si j'avais dit qu'elle avait 17 ans. Oui, tu l'avais dit. L'adolescente est couchée sur le dos, les vêtements remontés exposant son corps nu. Ses organes génitaux ont été mutilés par un couteau et sa tête a été entièrement coupée de son corps. Ouf. L'autopsie va révéler que la tête a été coupée pendant que Josie était encore en vie. Il y a des articles de journaux qui mentionnent que des parties de ses organes ont été retirées, mais on ne sait pas spécifier lesquels. Il y en a qui disent que c'est ses organes génitaux, d'autres disent que son corps a été ouvert. C'est pas clair, ce bout-là. On se rappelle que les articles de journaux datent de 1800. Ouais. Il augmente vraiment dans sa violence. Ouais. Là. Genre, ce qui est quand même typique des tueurs en série. Ils augmentent toujours. Ils en veulent veulent toujours plus. Il y a aussi les os de sa main droite de la victime qui sont tous cassés, puis il y a un bâton couvert de sang qui est retrouvé pas loin du corps. Le lendemain matin, la tête de Josie est retrouvée à 400 mètres du corps, cachée sous la cape bleue qu'elle portait ce matin-là. La tête, elle présente des signes d'une attaque vraiment violente. Elle a reçu un coup brutal sur le côté de la tête, puis elle a une entaille profonde sur la joue droite qui descend jusque dans son cou. Puis, son visage est imprégné d'une empreinte de chaussures, puis des traces de clous de bottes. Tu sais, qui a mis son pied dans sa face. Genre assez fort pour que l'empreinte reste là. Donc, le meurtre de Josie bouleverse évidemment la communauté. Les autorités locales ils sont aidés par des enquêteurs externes qui viennent de Boston pour aider à l'enquête. Parce que j'imagine que c'est tellement des petites communautés que tout le monde se connaît. Même les autorités sont comme... Mais il doit y avoir genre un policier peut-être. Là, ouais, puis en plus, c'est sûr qu'ils la connaissaient. Ou genre... C'est dire ça doit être difficile. Des suspects commencent à être appréhendés, mais tout le monde, encore une fois, a un alibi solide, sont relâchés. L'affaire prend une autre tournure quand la police locale reçoit un télégramme de la part de personnes venant de la ville de Saint-Alban où habitait Joseph Lapage avant.
Le télégramme, il raconte la mort semblable de Mariette Ball, puis il relie les deux tragédies dues à plusieurs ressemblances. Good job. Même si les policiers n'avaient pas eu assez de preuves pour inquiéter Lapage dans le meurtre de la petite Mariette, ils étaient tout de même convaincus que c'était le coupable, donc c'est pour ça qu'ils voulaient qu'on le pogne. Joseph Lapage est donc arrêté le 13 octobre 1875. La femme de Lapage, sachant que son mari est dangereux puis violent, elle accorde une entrevue plutôt choquante aux policiers. Elle raconte que Lapage aurait tenté d'abuser de sa propre fille de 15 ans, puis qu'elle et ses enfants craignent souvent pour leur vie due à la violence de son mari. Elle soutient qu'elle n'est pas au courant des allées et venues de son mari le jour du meurtre de Josie. Cependant, elle dit avoir remarqué que la chemise de son mari avait une manche déchirée ce jour-là. Et elle a fait le lavage, elle a lavé la chemise, puis elle l'a étendue sur la corde à linge. Puis elle dit que quand elle est retournée pour aller chercher les vêtements secs, la chemise avait disparu. Alors, as-tu dit aussi qu'il a failli tuer puis agresser sa belle-sœur? L'histoire ne le dit pas, mais d'après moi, non. Je sais pas. Information importante. Ouais. Une enquête très approfondie a lieu. Et les enquêteurs réussissent à établir un lien entre les empreintes laissées sur le visage de Josie puis les bottes que Lapage porte. Il y a plusieurs témoins aussi qui disent avoir croisé Lapage ce jour-là dans le visage vraiment proche de la scène du crime. Puis il y a certains qui soutiennent même qu'il y avait dans la main un objet long et épais. OK. Le 28 octobre 1875, Lapage est officiellement accusé de meurtre, de viol et de mutilation sur Josie Langmaid. Le procès devant le jury a lieu en janvier 1876 puis dure 10 jours. Lapage plaide non coupable. Classique. Parmi les témoins, la belle-sœur de Lapage, Julienne Rousse, qui décrit en détail l'attaque de son beau-frère qui avait eu lieu quelques années plus tôt. Et il y a une autre femme qui vient livrer un témoignage un peu troublant. Elle raconte que l'accusé, 4 ans plus tôt, l'a attaqué au milieu d'un champ à l'aide d'une matraque, un bâton, puis l'a violé sauvagement. Il portait alors un masque artisanal. Genre, il fait la même affaire. Ouais. Elle fait la description du masque, puis les autorités relient directement avec celui qui a été trouvé près du corps de Mariette Ball. Après moins de 2 heures de délibération, le jury reconnaît Joseph Lapage coupable, puis le condamne à... On se rappelle qu'on est en 1800. Okay. Ouais. À la pendaison. Ouais. Qui devra avoir lieu le 19 janvier 1877, donc un peu, presque un an après. Okay. Cependant, l'avocat de Lapage a réussi à rendre inadmissible le témoignage de Julienne. Hein? Je ne sais pas pourquoi, ça le dit nulle part, mais il réussit à faire ça. Donc, il y a un nouveau procès qui devra avoir lieu. Le 26 février 1877, donc passé la date de sa présumée pendaison, il y a le deuxième procès qui commence. Là, malheureusement pour Lapage, il y a de nouveaux éléments de preuve qui sont introduits par la défense, dont des témoignages d'experts en sang qui réussissent à lier Lapage directement au meurtre. Donc, encore une fois, après à peine 50 minutes de délibération, ce qui va pas beaucoup, le jury déclare Lapage coupable de meurtre au premier degré, puis le condamne, encore une fois, à la pendaison le 15 mars 1878. En attendant sa mort, bref, Lapage est incarcéré dans une prison pendant 2 ans et demi, où il est détenu dans une petite cellule de 10 pieds par 6 pieds. C'est vraiment petit. Lapage, il est tout seul, puis on l'entend souvent prier en français, parce qu'on rappelle que c'est un francophone. Ouais. Quelques jours avant sa pendaison, le détenu est transféré dans une salle pour passer quelques moments avec sa famille. Encore à ce stade-là, Lapage, il montre vraiment peu d'émotions, puis surtout aucun remords. Au départ de sa famille, c'est pas important, mais je trouvais ça drôle, Lapage embrasse sa femme puis ses filles, puis il serre la main de ses 2 fils. Ouais. On est des hommes. On est des hommes. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il rencontre ensuite les prêtres catholiques Barry et Millette pour prier. Pardon. La veille de sa pendaison... C'est un meurtrier, mais c'est un bon catholique. Voilà. La veille de sa pendaison, vers 18h45, Lapage est transféré hors de sa cellule pour rencontrer le directeur de la prison, M. Pillsbury. Je fais juste imaginer M. Pillsbury. Ouais, le bonhomme blanc avec un uniforme de prison. Et son petit nombril.
Les prêtres Barry et Millette sont aussi présents pour prier, pour faire les derniers sacrements, whatever. Et après le départ des prêtres, la page il reste assis en silence pendant à peu près 30 minutes. Puis, soudainement, il décide de se confesser. Oh. Il se met à genoux, il regarde le directeur, puis il dit dans son anglais très limité, il dit « Me kill gal. Me kill 2 gals. Too bad, too bad. » Son anglais est extrêmement limité. My Donc, God. il dit « J'ai tué une fille, j'ai tué 2 filles, dommage, dommage. » Ah, puis ça fait des années qu'il est aux États-Unis, quand même. Il a pas appris beaucoup d'anglais. Ben, ça dit... Dans les histoires, ils disent qu'il est quand même Stupide. lent. Ouais. J'osais pas dire le mot. Stupide. J'avoue Ben que c'est là, un meurtrier C'est un meurtrier. nécrophile. Il est stupide. Ouais. Donc, en pleurant, il décide de confesser en détail ses crimes pendant plus de 2 heures jusqu'à peu près 1h30 du matin. Ah, ouais. Pour ce qui est de Josie Langmaid, la page raconte qu'il a quitté Suncook vers 6 heures du matin pour se rendre au travail ce matin-là. Il a traversé un pont où il a laissé sa hache puis son marteau, ce qui est quand même normal, là, c'était ses instruments de travail. Ouais. Puis il a rebroussé chemin. Il a trouvé un gros bâton dans le bois. Il s'est caché, puis il a patiemment entendu Josie. Il a confirmé qu'il connaissait bien sa route parce qu'il l'avait observée pendant plusieurs jours. Il dit que lorsque Josie est passée, il s'est jeté sur elle. Puis il dit qu'elle a réussi à faire dévier le coup de bâton en levant sa main droite, comme en bloquant le coup. Ouais. Fait que c'est pour ça que les autres, sa main droite, étaient tous cassés. Il a ensuite traîné dans le bois, il l'a agressé sexuellement puis l'a étranglé à mort. Il a décapité le corps avec son couteau de poche pendant une quinzaine de minutes. Et là, il spécifie qu'il y a certaines parties de son corps qui étaient plus difficiles à arracher que d'autres. Fait que c'est pour ça qu'il s'est mis debout puis il a maintenu le corps en plaçant sa botte dans sa face. Fait que c'est comme ça qu'il la tenait. Mettons que tu as l'image dans ta tête en ce moment. Ah, c'est dégueulasse. Elle était morte, comme. Ouais, elle était décédée, Au moins, mais- mais... Donc, il a ensuite pris quelques-uns de ses objets personnels, dont ses boucles d'oreilles puis une bague en or, puis il les a emmenés avec lui. Il a transporté la tête un peu plus loin, après l'avoir arrêté, et il a enterré les effets personnels dans le même coin. Il voulait faire croire à un vol, qu'il dit. Écoute. Stupide. Il s'est ensuite nettoyé les mains dans un ruisseau, il a récupéré sa hache puis son marteau, puis il est parti au travail. C'est une petite jobine du matin. Ben oui. Il a aussi admis que dans les jours qui ont suivi le meurtre, sa femme avait brûlé ses vêtements qu'il portait ce jour-là. Et qu'elle savait. Là. Et qu'elle savait. Est-ce que c'est vrai? Lui, il dit genre, « If I go down, you go down with me. » Ouais. Je vais amener ma femme. Ouais, sûrement qu'elle avait pas le choix. Là. Thanks. C'est comme Ouais. femme battue. Il a aussi dessiné une carte qui menait aux objets personnels enterrés de Josie pour confirmer que c'était bien lui. Il a ensuite donné les détails du meurtre de Mariette Ball aussi. Il a utilisé la même tactique. Il connaissait le chemin habituel de Mariette. Il s'est caché. Il a attendu que sa victime passe avant de l'attaquer. Dans le combat, son masque est tombé, puis Mariette, elle l'a comme reconnu. Fait que c'est là qu'il a su qu'elle pouvait pas survivre parce qu'elle allait dénoncer. Fait que c'est là qu'il l'aurait agressé sexuellement puis étranglé à mort. Il a ensuite mis le corps de Mariette sur son épaule pour la transporter un peu plus loin. Encore une fois, il a dessiné une carte qui décrivait très exactement l'endroit où s'est produit l'agression et l'endroit où il a déposé le corps. Donc, après ses aveux, la page, il espérait comme obtenir une certaine clémence-ish quant à sa sentence, mais ça n'a pas marché. Ouais. Ça a juste confirmé qu'il méritait de sa sentence. Donc, la pendaison a toujours lieu. Il soutient qu'au moins son âme a été apaisée avant de rencontrer le Créateur. Voilà. Donc, le 15 mars 1878, à 11h08 du matin, Joseph Lapage, 39 ans, est exécuté par pendaison à la prison d'État de Concorde. Il y a une centaine de personnes qui assistent à la scène, dont James Langmaid, le père de Josie, qui apparemment aurait échangé un long regard juste avant sa mort. T'imagines-tu? C'est comme crève, mon esti. Il y a le shérif Dodge, qui est accompagné des 2 prêtres qui ont rencontré Lapage la veille, amène l'accusé jusqu'à la potence. Lapage y reçoit les derniers sacrements. Puis, il y a un des prêtres qui récite le Notre Père en français, vu qu'il était francophone. Et le shérif Dodge dit, et je cite, « Et maintenant, Joseph Lapage, conformément au mandat, je procède à l'exécution de la sentence de mort en vous suspendant par le cou jusqu'à ce que vous soyez mort et que Dieu ait pitié de votre âme. »
Donc, c'est devant une foule complètement silencieuse que le levier est tiré, le sol s'ouvre, le corps de Joseph Lapage tombe. Il meurt au bout de 19 minutes. Oh! C'est long. Ah, ça veut dire que son cou, il a pas cassé. Non. Mais ça a l'air qu'il n'a Ouf. pas souffert. Non. Je sais pas comment. Peut-être qu'il a mais perdu connaissance. peut-être. Mm. Le shérif a quand même ordonné d'attendre au moins 30 minutes avant de détacher le corps pour être certain qu'il soit bien décédé. Oui. Le 9 avril 1978, Lapage est enterré dans le cimetière de l'église catholique de Saint-Jean-Baptiste à Suncook. Et là, une de mes sources, comme d'habitude, j'ai pas dit mes sources, merde. L'article du New York Times, Doug Poutine, findagrave.com, The New York Herald, The Evening Star et The Burlington Weekly Press. Et c'est ça, dans l'épisode de Doug Poutine que j'ai écouté, il rajoute un bout, mais je peux pas le confirmer parce que je sais pas c'est quoi leur source. Ah, OK. Je vais quand même vous le raconter au cas où c'est vrai. OK. Voilà. De toute façon, ça date de 1800. Donc, ça dit que peu après la mort de Lapage, les autorités de la ville de Saint-Alexandre au Québec, Ouais. c'est tout près de la frontière du Vermont, ils ont déclaré que Lapage était aussi coupable de 2 autres meurtres. Ah. Donc, une dizaine d'années plus tôt, il y a une mère et sa fille qui ont aussi été victimes de Lapage. C'est le témoignage du mari et père des victimes, George Fanti, qui permet aux autorités de lier Lapage au meurtre. Donc, ce qui se serait passé, ça aurait été que le 12 octobre 1867, Mme Fanti puis sa fille de 16 ans, Minnie, sont parties faire des courses, mais elles ne sont jamais rentrées. Après des heures de recherche, les corps ont été retrouvés cachés sous des branches puis des feuilles dans un boisé. Les 2 femmes ont été violemment attaquées et violées avant d'être tuées. Lapage aurait été aperçu ce jour-là en train de suivre les Fanti, mais faute de preuves, les policiers n'ont pas pu l'arrêter. Donc, c'est juste quand le mari Fanti, George Fanti, a entendu les détails des meurtres de Mariette puis de Josie qu'il a comme fait le lien entre les deux, puis il a dit je suis sûre que c'est lui, donc voilà. Mais est-ce que ce bout-là, c'est vrai ou pas? Je sais pas, je peux pas... Okay. J'ai pas trouvé les sources qui en parlent. OK. Ma source pour ça, c'est Doug Poutine. Fait que voilà, c'était l'histoire de Joseph Lapage. C'est un Un bon fou. nécrophile. Ouais. Meurtrier. Un bon tueur en série. C'est assez intense. Ouais, vraiment. Mais tu sais, aujourd'hui, tu pourrais tellement pas faire ce qu'il a fait. Non. C'est impossible. Il se serait fait pogner plus tôt. Vraiment avant. Ouais. Tu sais, ça, c'est les meurtres qu'on connaît, là. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là. C'est sûr. C'est sûr à 100% qu'il y en a d'autres. Mm. Puis surtout, je sais pas, en 1800, peut-être que les femmes avaient peur de dénoncer les hommes aussi. Aussi, puis... là, il y a probablement eu des agressions, mais qui n'ont pas été rapportées. Ou oui. rapportées, mais pas pris au sérieux. Ou, sûr à 100%. Mm. Donc voilà, c'était l'histoire du Franco-monstre. Yeah! Good job. Pierrot, t'as pas écouté? Non, il n'a pas écouté. Parfait. Il dormait. Dormait. Ah, mon Dieu. Fait que voilà. Comment qu'on finit un épisode d'habitude? On est rouillé. Hey, on est tellement rouillé qu'il y avait une toile d'araignée sur mon micro. C'est vrai. Ben, la dernière fois qu'on a enregistré, c'était en juin. C'était en juin. Ouais. Et là, on est le 6 septembre. Ouais. Ben, bye. Ben, OK. Ben, à la prochaine. À dans 2 semaines. Oui. On a un épisode bonus aussi qui va sortir sur Patreon. Oui. N'oubliez pas, Patreon, si vous vous ennuyez de nous, allez-vous On vous en abonner. a plein de nouveaux Patreons depuis cet été. Oui, vraiment. Merci full de nous avoir soutenus. Tellement. On est là, on est de retour. On a beaucoup de bins de luxe. Oui. Fait que passez une belle semaine, puis faites pas trop de cauchemars. Voilà. Bye!